valider une telle révision constitutionnelle. Je vous rappelle, juste pour que ce soit un peu plus clair dans l'esprit de tous ceux qui nous écouteront, que notre constitution du 11 décembre 1990 a été révisée en procédure d'urgence, Jules. Ça veut dire que on a révisé la constitution d'un État, d'un pays, plus vite qu'on ne peut réviser les statuts d'une association, une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris la possibilité, la mesure, le temps de la moindre consultation. On n'a pas pris le temps du moindre délai de réflexion, de discussion, d'échange, de débat sociétal, de débat politique nécessaire. Si on avait pris le temps, si cette révision constitutionnelle de novembre 2019 avait été faite avec la bienveillance qu'il faut, avec l'esprit de satisfaction de l'intérêt général, si on avait associé les bonnes personnes, les bonnes ressources, si le Bénin avait été impliqué dans ce processus, si les Béninois avaient été impliqués dans ce processus de réflexion, nous n'aurions pas les atermoiements que nous avons là. Si on avait écouté les avertissements, les signaux d'alerte qui étaient lancés par des gens comme Landry Adélacou, des gens comme le ministre Dianotin et des professeurs d'université comme Frédéric Joël Aïvo qui se retrouve aujourd'hui en prison, on n'en serait pas là aujourd'hui à devoir subir en 2024 les conséquences d'une constitution, d'une révision constitutionnelle dont le fondement et dont le mobile réel n'était pas la satisfaction de l'intérêt général, mais simplement un agenda politique ou crypto-politique personnel du régime en place. Et donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas une question d'école. Le professeur Djogbenou et l'actuel président du Conseil constitutionnel sénégalais sont tous deux des juristes. J'imagine que celui du Conseil constitutionnel sénégalais est peut-être plus publiciste et constitutionnaliste que l'était le professeur Djogbenou, mais c'est qu'en réalité, le professeur Djogbenou avait les mains liées. Je rappelle qu'il était le ministre de la Justice, dont on peut soupçonner qu'il n'ait pas été totalement étranger à cette révision constitutionnelle. Il était à la fois juge et partie dans cette affaire, et quand il valide une telle révision, et que, allant même au-delà de la valider, il octroie et valide la posture du Bénin qui consiste à dire qu'il ne respectera pas la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a invalidé la révision constitutionnelle, eh bien, ce n'est pas une question d'école, c'est une question de valeurs. Et ces valeurs-là, au Bénin, aujourd'hui, elles ont disparu. Nous avons des institutions, d'ailleurs, dont on ne se cache plus de dire qu'on les a soumises et que désormais, le Bénin va droit, et droit dans la bouche de ce régime, c'est dans le sens de ses intérêts. Donc, il n'y a même pas possibilité. S'il doit y avoir report, s'il doit y avoir report des élections, le juge constitutionnel appréciera et dira les consignes à suivre. Donc, il ne peut pas avoir de report alors que le chef de l'État décide lui-même d'aller à un report. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est même pas possible. Il ne faut même pas envisager cette préoccupation-là pour dire si on devait reporter. Les cas de report, il faut le dire, les élections, oui. Il peut y avoir des cas de report de date des élections, mais la plupart du temps, les juges constitutionnels font tout pour que le mandat n'excède pas d'un seul jour, même pas d'une seule seconde. Et vous allez le prendre, comme nous aussi au Bénin, puisque nous sommes en train de faire une sorte d'analyse comparative. Au Bénin, en 2001, cela s'est passé. En 2006, cela s'est passé. En 2011, cela s'est passé. En 2001, vous l'auriez vu, lorsqu'on a fait des élections et que les deux candidats, les présidents Soglo et Kérékou sont venus en tête, mais personne n'avait la majorité qu'il fallait pour quand même dire, bon voilà, c'est bon, il peut remporter. Mais il fallait aller au second tour, n'est-ce pas? Mais au même moment, le président Soglo, il contestait les résultats, ne l'oublions pas. Il a contesté farouchement les résultats, si bien qu'à un moment donné, il a été obligé de se désister. Le juge constitutionnel lui a donné acte de son désistement et a enjoint à la Sénat de récupérer celui qui le suivait, c'est-à-dire celui qui venait en troisième position. Et donc, sur cette base-là, le juge constitutionnel a demandé à ce que les élections soient organisées à une autre date. Je pense que ça doit être un 18 mars ou un 22 mars, quelque chose comme ça, au lieu du 16. Mais, je vous dis, et à ce moment-là, il n'y avait même plus de temps de campagne pour celui qui vient, puisque l'autre n'est même pas préparé à aller au second tour, vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'après, c'est vrai, il y a les porte-à-porte. Mais non seulement on a eu les élections, mais on a eu les élections pas avec le deuxième, ni avec le troisième, mais avec celui qui vient en quatrième position, parce que le troisième aussi, entre-temps,
c'est désister. C'est pour vous dire que, au-delà aussi, quand vous revenez en 2006, on a failli avoir également le même cas sur des difficultés d'organisation matérielle des élections. Donc, chaque fois que les difficultés se posent, le juge constitutionnel anticipe et fait tout possible pour que le mandat que vous avez pris ne puisse pas excéder d'une seule seconde. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas possibilité, si le décret était soumis même à l'avis du juge constitutionnel, que le juge constitutionnel puisse dire oui, monsieur le président, allez-y, nous vous donnons le feu vert. Ce n'est pas possible. Et donc, le juge sénégalais aujourd'hui, moi, je le dirais parce que la mandature du juge constitutionnel béninois qui a démarré en 2018 a fait que nous avons oublié, c'est, je dirais, des merveilles que notre juridiction constitutionnelle avait à faire par le passé. C'est pour cela que j'ai voulu rappeler rapidement trois jurisprudences sur les questions d'élection présidentielle, les reports de date, mais on a tout fait pour jamais faire qu'il y ait des cédants. Mais la situation du Sénégal me paraît encore plus particulière parce que vous l'avez vu, c'est le président Macky Sall, on a dit, le président a été nommé par décret il n'y a pas si longtemps que cela. Vous avez vu depuis des mois ce qui se passait, on tuait les gens et tout, et personne ne pouvait objectivement s'attendre à ce que le juge constitutionnel puisse dire le droit tel que le droit a été dit. Tout le monde se disait, ben écoutez. Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Rejoignez ma communauté pour avoir le privilège de recevoir la version numérique de mes chroniques et une compilation de 200 chroniques sur l'actualité politique au Bénin publiées chez Lamentin. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton rejoindre. Depuis le studio Nelson Mandela, je vous souhaite la bienvenue à Dimanche, on se dit tout. En Afrique de l'Ouest, le théâtre politique est en ébullition et le Sénégal reste au centre de l'attention. Le report de la présidentielle décrété par Macky Sall le 3 février a ravivé les tensions et plongé le pays dans une période d'incertitude politique. Malgré les soubresauts persistants, l'espoir reste permis après la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal d'annuler ce report, offrant ainsi une lueur d'espoir à tous les Sénégalais attachés à la préservation du modèle démocratique. Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur les moyens de préserver l'apprentissage démocratique en Afrique. Faut-il miser sur des hommes forts ou sur des institutions robustes? Quelles leçons pouvons-nous tirer du rôle des institutions dans la consolidation et la stabilité politique? Ces questions cruciales seront au cœur de notre émission de ce dimanche. Pour en débattre, nous avons invité pour vous Maître Fatio Ousmane, avocat près de la Cour d'appel de Dijon. Bonsoir Maître Ousmane et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jules, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. En plus, notre deuxième invité, c'est M. Landry Adelakun, juriste et spécialiste des droits humains et de la démocratie. Bonsoir, M. Adelakun, et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Diossou. Tout le plaisir pour moi d'être avec vous chaque fois que le besoin se fait sentir. Et mes salutations également à l'endroit de Maître Fatih Ousmane. Merci aussi à tous nos internautes qui sont déjà en direct. Ils peuvent participer à l'émission en laissant leurs commentaires ou leurs questions dans le fil de cette vidéo live. N'oubliez pas aussi de vous abonner à nos différentes plateformes, notre compte YouTube, Biafrica Web TV et notre page Facebook. Avec la crise politique qui perdure sous le deuxième et dernier mandat de Macky Sall, Maître Ousmane, s'achemine-t-on vers l'écroulement de l'un des derniers bastions démocratiques en Afrique de l'Ouest? J'ose espérer que non, Jules. Merci de commencer avec une question fortement provocatrice. J'ose espérer que le Sénégal, qui est un havre de stabilité démocratique en Afrique, gardera et maintiendra ce cap-là, d'autant plus que la décision prise par le Conseil constitutionnel récemment nous démontre que, au-delà des soubresauts dont vous parliez tout à l'heure et des atermoiements, des dérives, voire des déviances de nos acteurs politiques, on pouvait encore compter en Afrique, ce n'est pas le cas pour tout le monde et j'espère qu'on
on aura la possibilité de le dire sur le Bénin. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais il existe des institutions qui maintiennent le cap, qui jouent leur rôle de gardienne du temple. Et le Conseil constitutionnel sénégalais vient de jouer ce rôle-là. Et j'ose espérer qu'avec cette décision-là, on aura une poursuite de ce processus-là démocratique avec le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Sénégal dans les meilleurs délais, comme l'a demandé le Conseil constitutionnel. Monsieur Adelakun, est-ce qu'avec la décision du Conseil constitutionnel, toutes les inquiétudes sont levées aujourd'hui dans le cas du Sénégal? Oh non, je pense que et malgré, je dirais, toute notre satisfaction quant au travail du juge constitutionnel sénégalais, il serait un peu trop dit d'avouer ou d'affirmer ici ou ailleurs que toutes les inquiétudes sont levées relativement à la situation au Sénégal. La situation au Sénégal a longtemps perduré et a démarré il y a longtemps. Nous avons vu un peu l'évolution des choses jusqu'à la date où le juge constitutionnel a dû taper du poing sur la table. Et donc, pour nous, c'est peut-être un début. C'est peut-être un début du dégel de ce que nous sommes en train d'observer depuis quelques années, sinon prioritairement quelques mois. Sinon, ça a démarré il y a des années. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est fini. Encore que, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ce qui sera fait et tout, même si il faut reconnaître que le communiqué du président Macky Sall, dont nous tous nous avons pris connaissance, et essaie quand même de rassurer quant à sa bonne volonté et de faire droit ou de respecter tout simplement la décision du juge constitutionnel sénégalais. Et donc, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas, mais c'est une décision. On ne dira pas que la seule décision suffit pour lever tout ce que les gens ont eu à créer depuis des années avec assez de morts d'hommes, faut pas l'oublier, avec assez de casques dans le pays et tout. Donc, c'est des familles qui ont été disloquées, c'est des citoyens, des honnêtes citoyens qui ont perdu leur vie dans la lutte contre la garantie des droits fondamentaux et la démocratie et les principes de l'état de droit. Et donc, d'un coup de balai, on ne saurait oublier tout le drame que le régime du président Macky Sall a quand même occasionné aux Sénégalais, et pas seulement aux Sénégalais, à toute l'Afrique, à tous ceux-là qui ont toujours considéré le Sénégal comme étant un modèle de démocratie, comme le Bénin aussi jadis était considéré bien sûr comme un modèle de démocratie. Donc on peut dire que c'est un début de dégel. Oui, remontons un peu dans le temps. Si on regarde un peu la facilité avec laquelle Macky Sall s'est donné 10 mois, est-ce que dans nos constitutions en Afrique de l'Ouest, il y a des failles qui donnent cette facilité au président en exercice de modifier leur propre mandat et de se donner des prolongations, Maître Ousmane? Ah, dans toutes les constitutions, alors je n'ai pas le mérite de toutes les connaître, mais je sais que les constitutions, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, sont toutes, pour la plupart, établies de manière assez claire et de manière assez intangible que la durée d'un mandat présidentiel ou d'un mandat électif, qu'il soit présidentiel ou qu'il soit législatif, n'est pas modifiable, n'est pas prorogeable, n'est pas écourtable et n'est pas, je dirais, altérable à volonté et au souhait des hommes politiques. Et donc, effectivement, ce que l'on sait, c'est qu'il y a ce que disent ces dispositions, il y a ce que posent les lois et il y a les dérives dont nos hommes politiques, dont nos dirigeants, dont nos exécutifs, notamment, et avec la complicité des députés, ont l'habitude de faire. Et on a vécu le cas lors de la révision constitutionnelle Halloween opérée en pleine nuit au Bénin en 2019, lorsque des députés ont cru devoir, alors qu'on était à quelques semaines, seulement à quelques mois, je dirais, de la fin du mandat présidentiel de Patrice Talon qui se termine. Les députés béninois ont cru devoir proroger de 45 jours ce mandat-là. Donc, et il s'est trouvé, contrairement au Sénégal, au Bénin, il s'est trouvé un juge constitutionnel, alors présidé par le célèbre avocat de Patrice Talon, qui avait été lui-même son ministre de la Justice, qui a décidé qu'une telle prorogation d'un mandat, alors qu'il est clairement exprimé dans la Constitution que le mandat et la durée du mandat et même le nombre de mandats ne peuvent pas être modifiés. Il s'est trouvé un juge constitutionnel pour entériner et valider une telle constitution, une telle révision constitutionnelle, étant par ailleurs précisé qu'elle a été faite en procédure d'urgence et que tout cela a été invalidé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
Ben, bon, le Bénin s'est assis sur ces décisions-là. Donc, non, pour répondre à votre question, la plupart des constitutions établissent de manière claire que, on ne modifie pas un mandat, c'est 5 ans ou 7 ans, ça dépend des pays, et c'est pas une seconde de plus, c'est pas un jour de plus. Et ce qu'a fait le Conseil constitutionnel sénégalais actuellement, c'est ce qui a valu à des Béninois d'être enfermés, pour certains tués, pour avoir simplement osé affirmer à la face du monde une évidence, c'est qu'un mandat électif, lorsque le peuple vous donne la mission de le représenter et d'agir en son nom, il vous fixe un terme et que ce terme-là, souvent c'est 5 ans. Et là, en l'occurrence, le Conseil constitutionnel sénégalais a rappelé à Macky Sall que son mandat se terminait bien au 2 avril et pas au lendemain et qu'il devra s'organiser pour tenir les élections avant le 2 avril. Sinon, au-delà, il sera en parjure, il sera en violation de la Constitution. Dans une interview récente, Maître Robert Dossou disait qu'il est aussi contre toute modification d'un mandat en cours, c'est surtout la durée du mandat. Monsieur Adelapo, est-ce qu'il peut arriver des cas où on est obligé quand même de modifier la durée du mandat parce que pour des nécessités ou des questions de sécurité? Est-ce que dans les constitutions, est-ce que ces cas sont prévus? J'avoue que en Afrique, on peut tout voir, on peut tout observer. Même les cas qui ne sont pas prévus peuvent être créés parce qu'on veut régler une certaine question. En réalité, l'intangibilité des mandats ne sont même pas négociables. Puisque la plupart des conditions, excepté quelques constitutions, bien sûr, comme la constitution du Cameroun, où tantôt vous n'avez aucune limitation, où tantôt on révise. Bon, vous voyez un peu comment ça se passe au Cameroun. Donc, on a quelques racas de constitutions africaines qui ne prévoient pas, par exemple, de limitation de mandat, mais au moins sur la durée du mandat, prévoir la durée du mandat. Dans le cas du Bénin, par exemple, on a la durée du mandat également qui est intangible. Dans le cas du Sénégal, c'est pareil un peu partout. Donc, il ne peut pas avoir un cas où une spécificité où il y aurait un événement qui amènerait à proroger ou carrément à raccourcir le mandat présidentiel, puisque le mandat n'est donné que par le peuple souverain. Dès lors, il ne vous appartient pas, vous, en tant qu'autorité politique, détenant la légitimité de ce peuple-là, de proroger ou de raccourcir votre mandat. Il n'y a pas de cas possible. Il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas d'impératif sécuritaire qui pourrait justifier la prorogation de mandat. Je suis d'accord avec vous que sur le terrain, nous allons voir qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas, par exemple, en Côte d'Ivoire, sous le président Laurent Gbagbo, ne l'oublions pas. C'est vrai qu'après, il y a eu la situation quand le président Alassane Ouattara est venu. Cela a fait que la plupart des Africains ont oublié un peu le passé qui n'est pas si lointain que cela. On a vu sous le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est des cas qui arrivent et on se rend compte que ce n'est qu'en Afrique qu'on prétexte de ce que nous avons quelque chose à achever, il y a autre chose à faire et on essaie de prolonger le mandat. Ce qui s'est passé au Bénin, en réalité, c'est ce que le professeur sénégalais Babacar Gueye appelle de la piraterie constitutionnelle. Ce n'est pas possible lorsque vous avez pris un mandat d'un peuple et que, au bout de ce mandat, vous décidez parce que vous êtes de supposés réformistes ou réformateurs, je ne sais quoi, d'ajouter 45 jours sur des calculs que vous avez faits. Malheureusement, on a vu aujourd'hui que les calculs ont été faussement bâtis et on leur a dit, personne n'a cru. Aujourd'hui, on est là, on veut raccourcir. Un temps, on a ajouté aujourd'hui, on veut raccourcir. C'est-à-dire qu'on s'amuse avec le mandat présidentiel en Afrique au point de vider le mandat présidentiel de ce qu'il est, au point de vider même la Constitution en tant que loi fondamentale, instrument fétiche pour les Africains et particulièrement les Béninois, de ce qu'elle est. Et M. Fatou l'a dit tout à l'heure, on aurait eu un excellent juge constitutionnel de la période 2018 à peut-être jusqu'à aujourd'hui, que le mandat qui a été prorogé de 45 jours n'aurait pas lieu. C'est très simple et c'est ce que le juge constitutionnel sénégalais nous a rappelé, nous a enseigné aujourd'hui en nous disant 5 ans, c'est 5 ans. Autrement, c'est ce que le juge constitutionnel a dit. C'est-à-dire la phrase fétiche du professeur Frédéric Aïbo, qui malheureusement est désormais en prison depuis quelques années. 5 ans, c'est 5 ans. Vous ne pouvez pas en ajouter. S'il y a une situation, vous attendez, vous finissez, le juge constitutionnel, il peut arbitrer. Parce que juge chargé quand même de la régulation du fonctionnement des institutions de la République et tout. Mais il ne vous appartient pas, vous, d'aller modifier, surtout encore par un pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, quand on sait que la Constitution béninoise, par exemple, a été adoptée par référendum à plus de 70%. Donc, il y a de ces cas-là, vous ne pouvez pas, même au Sénégal, puisque nous parlons du Sénégal, il n'appartient pas au chef de l'État de prendre un décret et de se donner des mois, 10 mois environ, pour dire que ce n'est qu'en décembre qu'on ira aux élections. Ce n'est pas possible. Et donc, ces cas-là, en réalité, il faudrait qu'on enseigne aux Africains, aux gouverneurs africains,
pour comprendre que le mandat présidentiel est intangible. Il n'y a pas de négociation dessus. Il n'y a pas à chercher des critères d'insécurité, on serait menacé ou non. Il faut respecter la durée du mandat, il faut respecter son temps et dès que vous finissez, et vous partez. Et même au Sénégal, nous allons le voir, lorsque le président Macky Sall a fait son premier mandat, il voulait essayer, dans un premier temps, de raccourcir son mandat, ne l'oublions pas, de raccourcir son mandat parce qu'il avait une autre conception par rapport à la durée du mandat. Il voulait une réforme à ce niveau-là. Mais le juge constitutionnel sénégalais lui a dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas, parce que le mandat présidentiel est intangible, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de terminer votre mandat, c'est-à-dire vous terminez votre mandat tel quel, mais vous pouvez faire une révision pour que dans le mandat à venir, si entre-temps, les Sénégalais vous renouvelez leur confiance, vous puissiez faire maintenant la durée que vous êtes en train de prévoir en termes de nombre d'années. Cela s'est passé ainsi. Maintenant, on se surprend de voir que du jour au lendemain, le président Macky Sall trouve qu'il peut prendre un décret pour convoquer le corps électoral quand il veut, il peut prendre un autre décret pour l'annuler quand il veut, on peut aller par forcing à l'Assemblée nationale, faire adopter une loi de révision constitutionnelle. Donc, des choses comme ça, ce sont des amalgames, qu'on fait on triche avec la loi fondamentale et ce n'est pas possible. Il n'y a aucun cas. La durée du mandat, c'est la durée du mandat. Vous ne pouvez pas en rajouter, vous ne pouvez pas en diminuer. Tant que vous avez démarré la durée, vous finissez la durée sur ce que le peuple vous a donné. Donc, le peuple sénégalais n'a jamais donné un mandat à plus 10 mois au président Macky Sall. Il va donc de soi que le juge constitutionnel puisse quand même tirer les conséquences de droit et lui dire, Monsieur le Président, votre mandat, vous savez quand est-ce que ça finit, vous devez pouvoir organiser les élections avant la fin de votre mandat et passer directement le service. Puisque ces cas ont tendance à revenir, on a parlé du cas du Bénin, on a parlé du cas du Sénégal, est-ce qu'il faut ajouter aux constitutions une phrase qui spécifie clairement que ce n'est pas possible qu'un mandat en cours soit prolongé par le même président, Maître Fatou? Alors, on pourrait tout inventer, on pourrait tout penser, hein, Jules. Non. De toute façon, ça ne changerait rien à la réalité, qui est ce qui se passe, c'est que nos hommes politiques ne sont pas mus par l'intérêt général. Leur motivation et leur mobile quotidien, on va dire le moteur de leurs actions politiques, ne s'inscrivent pas sur la satisfaction et à des situations comme celle-là. Les termes des constitutions, y compris de celle du Bénin, y compris de celle du Sénégal, sont extrêmement simples, sont extrêmement clairs et de manière assez facile de compréhension, établissent de manière simple qu'un mandat électif n'est pas modifiable, n'est pas altérable, n'est pas changeable en cours de mandat. Et d'ailleurs, il y a certaines dispositions constitutionnelles qui sortent même de la possibilité de révision, de la possibilité de remise en cause plus tard de la durée et du nombre de mandats que les hommes politiques et les présidents de la République peuvent effectuer. Donc, on peut penser qu'on mettra dans toutes les constitutions, avec la virgule qu'il faut, le point d'exclamation qu'il faudra, qu'on ne peut pas en cours de mandat le changer. Il s'en trouvera toujours un pour justifier que cela est rendu nécessaire par une situation. Et là, le mobile trouvé par notre ami Macky Sall, en réalité, c'est un faux argument, celui de dire qu'il y aurait des soupçons de corruption sur deux ou trois membres du Conseil constitutionnel, soupçons qui auraient généré la mise sur pied d'une commission d'enquête au Parlement qui aurait fait que les conditions d'une élection transparente et libre ne seraient pas réunies. Cet argument-là, c'est un faux alibi. C'est clairement le moyen qu'ils ont trouvé, le cheval de Troie qu'ils ont trouvé pour mettre une pause dans un processus électoral qui n'arrange pas les intérêts de ce pouvoir. Et on en revient, Jules, à la discussion de départ, c'est que en réalité, ce qu'il nous faut, ce sont les textes que nous avons en Afrique, aussi imparfaits, aussi perfectibles, aussi peu complets qu'ils soient, sont des textes
et que pour les mettre en œuvre, il faut des institutions fortes. Et le Conseil constitutionnel sénégalais, dont il faut rappeler d'ailleurs que son président a été nommé il y a quelques semaines, je crois que c'était en novembre ou en décembre, par décret présidentiel de Macky Sall, son président aurait pu, sur la base de cette confiance que le président Macky Sall lui a donnée, aurait pu rendre une décision qui serait favorable à Macky Sall et valider cette annulation du processus électoral. Et non, ce président-là, tenant compte de ce que certains ont appelé le devoir d'infidélité ou d'ingratitude, a rappelé à Macky Sall que la constitution des Sénégalais, ce n'est pas la constitution de Macky Sall, la constitution du peuple sénégalais, c'est le texte fondamental qui régit le fonctionnement des institutions de la République, et le Conseil constitutionnel sénégalais a joué son rôle, lui, de régulateur de ces institutions. Et la décision, et il faudra, Landry Adélakun l'a lu mieux que moi, cette décision elle est formidablement motivée. Il y a tout ce qu'il faut pour que nos juges constitutionnels au Bénin puissent s'en inspirer. Monsieur Adélakun, est-ce que cette décision du report, si elle était passée au préalable par le Conseil constitutionnel, est-ce que ça pourrait prospérer? Non, il y a même pas lieu de se poser la question, puisque l'école du juge constitutionnel et des démocrates et tout le monde est clair. C'est ce que dit la Constitution que le juge constitutionnel dira, tout simplement. Donc, il n'y a même pas possibilité. S'il doit y avoir report des élections, le juge constitutionnel appréciera et dira les consignes à suivre. Donc, il ne peut pas avoir de report alors que le chef de l'État décide lui-même d'aller à un report. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est même pas possible. Il faut même pas envisager cette préoccupation-là pour dire si on devait reporter. Les cas de report, il faut le dire, les élections, oui. Il peut y avoir des cas de report de date des élections, mais la plupart du temps, les juges constitutionnels font tout pour que le mandat n'excède pas d'un seul jour, même pas d'une seule seconde. Et vous allez le prendre. C'est comme nous aussi au Bénin, puisque nous sommes en train de faire une sorte d'analyse comparative. Au Bénin, en 2001, cela s'est passé. En 2006, cela s'est passé. En 2011, cela s'est passé. En 2001, vous l'auriez vu, lorsqu'on a fait des élections et que les deux candidats, les présidents Soglo et Kérékou sont venus en tête, mais personne n'avait la majorité qu'il fallait pour quand même dire, bon voilà, c'est bon, il peut remporter. Mais il fallait aller au second tour, n'est-ce pas? Mais au même moment, le président Soglo, il contestait les résultats, ne l'oublions pas. Il a contesté farouchement les résultats, si bien qu'à un moment donné, il a été obligé de se désister. Le juge constitutionnel lui a donné acte de son désistement et a enjoint à la Sénat de récupérer celui qui le suivait, c'est-à-dire celui qui venait en troisième position. Et donc, sur cette base-là, le juge constitutionnel a demandé à ce que les élections soient organisées à une autre date. Je pense que ça doit être un 18 mars ou un 22 mars, quelque chose comme ça, au lieu du 16. Mais je vous dis, et à ce moment-là, il n'y avait même plus de temps de campagne pour celui qui vient, puisque l'autre n'est même pas préparé à aller au second tour, vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'après, c'est vrai, il y a les porte-à-porte. Mais non seulement on a eu les élections, mais on a eu les élections pas avec le deuxième, ni avec le troisième, mais avec celui qui vient en quatrième position, parce que le troisième aussi, entre-temps, s'est désisté. C'est pour vous dire que, au-delà aussi, quand vous revenez en 2006, on a failli avoir également le même cas sur des difficultés d'organisation matérielle des élections. Donc, chaque fois que les difficultés se posent, le juge constitutionnel anticipe et fait tout possible pour que le mandat que vous avez pris ne puisse pas excéder d'une seule seconde. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas possibilité, si le décret était soumis même à l'avis du juge constitutionnel, que le juge constitutionnel puisse dire oui, monsieur le président, allez-y, nous vous donnons le feu vert. Ce n'est pas possible. Et donc, le juge sénégalais aujourd'hui, moi, je le dirais parce que la mandature du juge constitutionnel béninois qui a démarré en 2018 a fait que nous avons oublié, c'est, je dirais, des merveilles que notre juridiction constitutionnelle avait à faire par le passé. C'est pour cela que j'ai voulu rappeler rapidement 3 jurisprudences sur les questions d'élection présidentielle, les reports de date. Mais on a tout fait pour jamais faire qu'il y ait des cédants. Mais la situation du Sénégal me paraît encore plus particulière parce que vous l'avez vu, c'est le président Macky Sall, on a dit, le président a été nommé par décret il n'y a pas si longtemps que cela. Vous avez vu depuis des mois ce qui se passait, on tuait les gens et tout, et personne ne pouvait objectivement s'attendre à ce que le juge constitutionnel puisse dire le droit tel que le droit a été dit. Tout le monde se disait, ben écoutez, ce serait une opportunité encore pour nos juges constitutionnels, puisqu'on les connaît, de faire comme ils veulent. Mais heureusement, le juge constitutionnel est resté droit. Il a donné une leçon aux juges constitutionnels africains. Mais avant, je voudrais aussi profiter pour célébrer d'autres juges constitutionnels. On l'a vu également en Guinée.
un dîner du professeur Alpha Condé, il faut le reconnaître. Lorsqu'il a plu au professeur Alpha Condé de tripatouiller la Constitution, mais le juge constitutionnel, on lui a dit, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement, il a sauté. C'est supposé rebelle un griffe qui s'opposait à sa vocation de réviser la Constitution. Aujourd'hui, on sait où il est. Cela s'est passé également, on a vu au Niger, on a vu en Centrafrique. En Centrafrique, c'est encore récent. Lorsque la présidente s'est permise de dire que les ambitions du président ne sont pas conformes à la Constitution, qu'est-ce qu'on a fait très tôt? On a pris un acte là rapidement pour la sauter. Donc, ce sont des choses qui arrivent et c'est ce que moi je craignais même pour le juge constitutionnel sénégalais. Pour me dire, mais avec une décision si audacieuse, est-ce que le président Macky Sall ne serait pas tenté de faire comme ses aînés, président Alpha Condé, ou bien encore sous Mamadou Tandia au Niger, ou encore sous l'actuel président en Centrafrique et autres? Mais heureusement, il a pris une décision pour dire qu'il a pris hâte et qu'il va tout faire pour que les élections soient organisées telles que le Conseil constitutionnel l'a demandé. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, ce dont nous avons besoin en réalité en Afrique, c'est d'avoir des juridictions fortes, dirigées par des hommes forts, parce qu'il faut être vraiment audacieux, courageux. Vous ne savez pas ce que les juges ont dû endurer, et malgré cela, ils ont quand même rendu une belle décision qui est fidèle au droit. Donc, il faut avoir ces institutions-là, parce que, quand vous observez très bien, dans les pays où les gens s'éternisent au pouvoir, où on crée de nouvelles républiques subitement, où on crée les premiers mandats de Troisième République, où quand même on reste là, on ne sait pas ce qu'on fait, où on ajoute 45 jours au mandat du président, c'est parce que nous avons des juges constitutionnels qui refusent de faire leur travail. C'est parce que nous avons des juges constitutionnels qui, dans le cas du Bénin, décident de violer l'article 35, qui voudrait que tout citoyen puisse quand même agir dans l'intérêt général et la probité, le respect du bien commun. C'est parce que nous avons des juges constitutionnels qui, en réalité, ne sont pas si patriotes que cela. Parce que quand vous êtes patriote, vous faites juste ce que vous avez à faire, sachant très bien que tout a besoin quand même de prix. Tout a un prix. Il y a le sacrifice qui se fait. Regardez le nombre de Sénégalais qui ont perdu leur vie. Malgré cela, ils n'ont pas arrêté la lutte. Ils sont arrivés au bout, je le dirais ainsi, même si les élections ne sont pas encore organisées, ils sont arrivés au bout et le juge constitutionnel, faisant partie du peuple de la population, a compris qu'il n'y a pas autre chose. Si tu veux t'en sortir, il n'y a rien à faire, c'est très facile, tu te caches derrière ce que disent les dispositions de la Constitution. C'est trop facile et c'est ce que le juge constitutionnel a fait. Le juge constitutionnel s'est caché derrière ce que disent les dispositions de la Constitution sénégalaise et a rendu tout simplement sa décision une très belle jurisprudence, une leçon pour les juridictions constitutionnelles en Afrique et une leçon également pour nos gouvernants parce que si nous avons des juridictions pareilles, je pense que la folie, je dirais la folie liberticide de nos dirigeants serait certainement contenue. Comme nous sommes en train de faire aussi, comme M. Adelor nous a rappelé, un parallèle avec la situation du Bénin. Est-ce que, Maître Fassou, est-ce que c'est un problème d'école? Pourquoi on a comme une lecture différente de cette application de la loi au sein de la Cour constitutionnelle au Bénin ou du Conseil constitutionnel au Sénégal ou au Bénin? C'est passé comme une lettre à la poste, c'est-à-dire on a donné 45 jours à Patrice Talon, alors qu'au Sénégal, le juge constitutionnel a dit non. C'est pas qu'une question d'école, c'est une question, je dirais, de valeur, c'est une question de morale, mais c'est aussi une question d'intérêt. Je vous rappelle les qualités du juge constitutionnel, en tout cas de celui qui présidait l'instance constitutionnelle au Bénin lorsque cette décision de valider une telle révision constitutionnelle. Je vous rappelle, juste pour que ce soit un peu plus clair dans l'esprit de tous ceux qui nous écouteront, que notre constitution du 11 décembre 1990 a été révisée en procédure d'urgence, Jules. Ça veut dire qu'on a révisé la constitution d'un État, d'un pays, plus vite qu'on ne peut réviser les statuts d'une association, une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris la possibilité, la mesure, le temps de la moindre consultation. On n'a pas pris le temps du moindre délai de réflexion, de discussion, d'échange, de débat sociétal, de débat politique nécessaire. Si on avait pris le temps, si cette révision constitutionnelle de novembre 2019 avait été faite avec la bienveillance qu'il faut, avec l'esprit de satisfaction de l'intérêt général, si on avait associé les bonnes personnes, les bonnes ressources, si le Bénin avait été impliqué dans ce processus, si les Béninois avaient été impliqués dans ce processus de réflexion, nous n'aurions pas les atermoiements que nous avons là. Si on avait écouté les avertissements, les signaux d'alerte qui étaient lancés par des gens comme Landry Adelakou, des gens comme le ministre Dianotin et
des professeurs d'université comme Frédéric Joël Aïvo qui se retrouve aujourd'hui en prison. On n'en serait pas là aujourd'hui à devoir subir en 2024 les conséquences d'une constitution, d'une révision constitutionnelle dont le fondement et dont le mobile réel n'était pas la satisfaction de l'intérêt général, mais simplement un agenda politique ou crypto-politique personnel du régime en place. Et donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas une question d'école. Le professeur Djogbenou et l'actuel président du Conseil constitutionnel sénégalais sont tous deux des juristes. J'imagine que celui du Conseil constitutionnel sénégalais est peut-être plus publiciste et constitutionnaliste que l'était le professeur Djogbenou, mais c'est qu'en réalité, le professeur Djogbenou avait les mains liées. Je rappelle qu'il était le ministre de la Justice, dont on peut soupçonner qu'il n'ait pas été totalement étranger à cette révision constitutionnelle. Il était à la fois juge et partie dans cette affaire, et quand il valide une telle révision, et que, allant même au-delà de la valider, il octroie et valide la posture du Bénin qui consiste à dire qu'il ne respectera pas la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a invalidé la révision constitutionnelle, eh bien, ce n'est pas une question d'école, c'est une question de valeurs. Et ces valeurs-là, au Bénin, aujourd'hui, elles ont disparu. Nous avons des institutions, d'ailleurs, dont on ne se cache plus de dire qu'on les a soumises et que désormais, le Bénin va droit, et droit dans la bouche de ce régime, c'est dans le sens de ses intérêts. Monsieur Adelakou, je parlais d'école parce que je sais qu'il y a la plupart de nos juristes vont faire leurs études post-universitaires à l'extérieur. Donc, il y a certains qui le font en France, comme d'autres qui peuvent le faire en Corée du Nord, bien en Chine, un peu partout. Donc, est-ce que ça peut avoir une influence sur la façon dont ils prennent des décisions plus tard? Je m'apprêtais à dire non, mais quand je regarde l'exemple de la Corée du Nord, je me dis oui, ça peut avoir un impact. Quand vous avez étudié en Afghanistan, et bon, je pense que ça peut avoir un impact. Lorsque vous avez été élevé et que vous avez grandi en Tchétchénie, ça peut avoir un impact. Non, je dis du n'importe quoi, je fais de la digression. Pour être plus sérieux, il n'est pas possible que l'on ait étudié en France, au Bénin et tout. C'est vrai que la qualité de l'enseignement peut varier, ça, c'est une évidence, certainement. Mais les règles sont les mêmes, les règles sont les mêmes, les auteurs que nous utilisons sont les mêmes, même si peut-être d'autres ont la capacité d'avoir les ouvrages et que nous autres au pays, nous n'avons pas cette même capacité d'avoir les ouvrages, mais il en demeure moins que nous avons quand même les mêmes connaissances, nous avons les mêmes b.a.-ba. Et ce dont nous sommes en train de discuter aujourd'hui ne sont même pas encore des questions pointues de droit. Il s'agit des choses élémentaires. C'est basique. C'est basique, ce sont des choses élémentaires de droit. Et donc, en réalité, ce qui fait que les gens pensent faire comme s'ils étaient d'une autre école, ce sont des questions d'intérêt. Maître Fatou l'a rappelé tout à l'heure. Lorsque vous avez des proximités avec des acteurs qui vous désignent à des postes donnés, il va de soi que si vous n'avez pas une certaine dignité, une certaine éducation, que vous vous retrouvez dans une situation où vous leur êtes soumis à vie ou éternellement. Alors qu'on a dit que dès lors que le juge constitutionnel est nommé, il a le devoir d'ingratitude. Je pense qu'au Bénin, on n'avait pas besoin d'aller là où nous sommes allés. En réalité, si on avait la soif de l'intérêt général et du bien commun, on se serait quand même comporté comme de bons Béninois. Mais ce à quoi nous avons assisté, dans un premier temps, vous avez l'impression que le peuple béninois a offensé ceux-là qui nous gouvernent, tant de l'exécutif, du législatif ou de l'organe de contrôle, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Vous vous demandez finalement, le peuple béninois vous a fait quoi? C'est la même chose, on va se poser la question au Sénégal un peu partout. Mais le peuple sénégalais vous a fait quoi? Les peuples ne vous ont rien fait. Ce dont on vous demande, c'est de respecter les textes que les peuples se sont librement donnés. Ne l'oublions pas, la Constitution, c'est cet instrument juridique-là qui organise le fonctionnement des institutions de la République, le fonctionnement de la République dans toute son entièreté, le fonctionnement ou les relations que les administrés ont avec les gouvernants. Et donc, tout cela, dont les idéaux sont dans la Constitution. Mais lorsqu'on prend et on fait comme si on ne maîtrise même pas la Constitution, on fait comme si, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui maîtrisent très bien la Constitution, quel que soit leur bord, que l'on soit privatiste ou publiciste, tout le monde maîtrise ce b.a.-ba de la Constitution qui fait que l'intangibilité du mandat est écrite. Les jurisprudences qui vous ont précédé sont là. Moi, je ne sais pas quelle magie le juge constitutionnel, qu'il soit béninois, togolais ou ivoirien ou je ne sais qui,
veut encore faire avec les normes fondamentales. Ce n'est pas possible. Et donc, ce n'est pas une question d'école. En réalité, les gens ont juste choisi de régler des questions personnelles en allant à la révision de la Constitution. Ils se seraient bien comportés pour rattraper leurs fautes si, entre-temps, lorsque la Cour constitutionnelle, dans le cas du Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans le cas du Bénin, a constaté tout simplement que la révision de la Constitution violait les dispositions des textes de la CEDEAO. Et c'est ça, parce que le chef de l'État béninois s'est transformé récemment en démocrate, c'est ce qu'il a dit, et en celui-là qui est l'ardent défenseur de l'application effective des règles de la CEDEAO. Mais ne l'oublions pas, lorsque la Cour africaine a voulu agir, la Cour africaine a convoqué un certain nombre d'instruments, tant de l'Union africaine que de la CEDEAO, qui dit que même si vous dans votre pays, parce qu'ils ont été intelligents, vous sautez le verrou du consensus national comme étant un élément essentiel pour aller à la révision de la Constitution. Mais ne l'oubliez pas, au niveau des textes de la CEDEAO, le consensus est un principe intangible. Donc, c'est aussi là dans les textes, il ne faut pas que les gens fassent comme ça. Donc, si vous déverrouillez le consensus chez vous ici, mais ne l'oubliez pas, au niveau communautaire, au niveau régional, il y a le consensus dans les textes que vous avez librement ratifiés. C'est la même chose au Sénégal. Donc, ce n'est pas une question d'école. Peut-être qu'au Sénégal, peut-être. Au Sénégal, le professeur Madior Fall, actuel ministre, ministre depuis des années, de la justice, serait aussi désigné comme président du Conseil constitutionnel, qu'il aurait reproduit exactement ce que son homologue béninois a fait. Peut-être parce que vous voyez, on connaît la position, on connaît l'école du professeur Madior Fall, avec toutes les différences que j'ai à son égard. Mais on connaît, et tout le monde sait la déception aujourd'hui que le peuple sénégalais a, et non seulement le peuple sénégalais, tous ceux-là qui ont été étudiants du professeur Madior Fall, on sait quel est le choc que l'on reçoit quand tu vois ton enseignant, quand tu vois ce brillantissime enseignant se comporter ainsi dans un gouvernement. On se demande finalement, est-ce que c'est nous autres petits apprentis qui ne sommes pas encore arrivés au niveau où on change de veste de façon aussi spectaculaire et dangereuse, ou carrément les gens sont préférés ne pas suivre les règles de droit. Sinon les règles de droit sont claires. Pour moi, ce n'est pas une question de doctrine, ce n'est pas une question d'école. Il n'y a pas à inventer là où il n'y a pas lieu. Et vous allez le voir. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de propositions de révision dans le cas du Bénin, mais les gens ont inventé une doctrine. Ils ont inventé une doctrine, j'en parlais ce matin. Lorsque vous prenez l'exposé des motifs de leur proposition de loi, ils disent que le fait que les élections, je pense, législatives et communales viennent avant les présidentielles dénature le régime présidentiel. C'est incroyable comment on réfléchit au Bénin. C'est inédit. Vous savez, moi, je n'ai pas encore 40 ans, mais je n'ai jamais appris que l'une des caractéristiques des régimes, c'est l'organisation de telle élection avant l'autre. C'est au Bénin, j'apprends ça et je lis ça dans un document des élites. Des élites, on dit ça. Oh, je dis, bon, j'invite les gens, s'il faut aller sur Google, quand on ne comprend pas, le premier réflexe, c'est d'aller sur Google. Parce que la CER, c'est, comme on dit, c'est l'open data. C'est ouvert, là, c'est ouvert. Il faut taper. Et vous demandez à l'aune de quoi on identifie les régimes politiques. Si on organise telle élection avant, on organise ceci après, et ça va dénaturer le régime présidentiel, ça va faire ci, ça va faire ça. Voilà de ces genre d'arguments qu'on va servir aux gens qui ne réfléchissent pas. Heureusement qu'au Bénin, nous sommes plus de 12 millions de Béninois, et que tout le monde est intelligent au Bénin, même si certains pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Donc ce n'est pas possible. Le régime politique, on sait. C'est le rapport entre les différentes institutions, les différents pouvoirs qui détermine la nature du régime politique. C'est comment est-ce que les pouvoirs se tiennent. C'est comment est-ce que les pouvoirs sont redevables les uns envers les autres. C'est comment est-ce que l'Assemblée nationale peut démettre le gouvernement. C'est comment est-ce qu'on peut démettre l'Assemblée nationale. C'est comment est-ce que le président est élu. C'est comment est-ce que le gouvernement est formé. Donc, c'est des critères. Donc, la doctrine, je l'ai dit, c'est dangereux de véhiculer des choses comme ça dans un pays qui est considéré hier comme étant le quartier latin de l'Afrique francophone. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas inventé. Le juge sénégalais, moi je le dis une fois encore, est resté fidèle au droit constitutionnel, à la Constitution du Sénégal. Ce que la Constitution a demandé, c'est ce que le juge sénégalais a fait. Et moi, j'ai dit, le bémol, c'est que j'aurais aimé voir le juge sénégalais encore plus audacieux tel qu'il ne l'est. Il faut le dire, il est déjà audacieux. Il aurait été encore plus audacieux en fixant tout simplement rapidement la date des élections. Il n'y a pas à mettre de délai avant l'épuisement ou l'expiration du mandat. Parce que les gouvernants africains ont une particularité. Il ne faut jamais compter sur leur bonne foi.
Il ne faut jamais compter sur leur bonne foi. Et ça, lorsque le Bénin, notre pays, a retiré sa déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour africaine et que nous avons saisi la Cour pour dire que le Bénin, c'est vrai, on connaît les règles du droit international, c'est la liberté d'appartenir, de ne pas appartenir et tout. Mais nous estimons que nous sommes dans un cas spécifique qui est celui des droits humains. Et que nous n'allons pas permettre, lorsque nous avons déjà eu des droits acquis, nous avons déjà fait une progression, de venir accepter une régression. Mais la Cour a dit oui, que considérant les principes du droit des traités et tout, que chaque État est libre de faire ci et à convoquer d'autres jurisprudence. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est ce que la Cour africaine a dit. Mais ce que nous avons aimé dans ce cas, c'est qu'il y a une opinion dissidente. Il y a un des juges qui n'est pas d'accord. Et c'est ça que nous avons aimé. Parce que nous avons compris que même au niveau des juges, il y a des gens qui pensent comme nous. Qui n'est pas d'accord, qui a dit, en statuant ainsi, la Cour africaine n'a pas intégré la réalité de la gouvernance en Afrique. Parce que si vous intégrez la réalité de la gouvernance, vous allez comprendre qu'on n'a pas donné un délai au président Macky Sall en disant, ça dit, oui, il peut organiser pourvu que le jour, le 2, il puisse passer la même. Non, la Cour et le Conseil constitutionnel sénégalais auraient pu dire, vu la situation actuelle, les élections ne peuvent plus se tenir le 25 février, alors nous repoussons les élections peut-être au 5 mars ou peut-être au 10 mars, quelque chose comme ça. Et fixer une date, et dans cette date-là, toutes les élections doivent pouvoir tout faire pour que les élections soient organisées. Aujourd'hui, supposons, si pas extraordinaire, le jeune africain arrivait à avoir raison du président Macky Sall, il traînera les pas et les élections ne seront pas organisées. Qu'est-ce qui se passera? Et c'est là où, aujourd'hui, le juge constitutionnel sénégalais est obligé de rester en état d'alerte. Il sera en train de suivre pas à pas pour que si, entre-temps, le président de la République du Sénégal n'arrivait pas à prendre les mesures idoines pour que les élections puissent être organisées, qu'il puisse revenir rapidement et prendre une autre décision et cette fois-ci fixer la date de l'organisation des élections au Sénégal. Et là, il aurait achevé complètement son travail. Il aurait fait comme son homologue béninois avant 2018, puis avait ce courage-là de reporter à une date précise et non laisser cela au libre choix des politiques. C'était effectivement là ma prochaine question, parce que certains observateurs ont estimé que la décision, le juge constitutionnel sénégalais n'est pas allé au bout de sa décision parce que par l'omission de fixer une date précise à Macky Sall pour l'organisation des élections. Vous pouvez réagir sur cet aspect, Maître Patio, mais la question que M. Adelakon a abordée tout à l'heure, la question de doctrine qui fonde la révision en cours au Bénin. Si vous voulez réagir à ça, vous pouvez y aller aussi. Alors, pour en revenir à la fin de l'intervention de Landry Adelakon, c'est-à-dire que on peut être déçu. Et je pense qu'effectivement, si le Conseil constitutionnel avait voulu aller jusqu'au bout de sa logique et de cette formidable décision de principe, il aurait pu fixer le calendrier électoral. Mais il n'a pas voulu, et je pense, alors là, c'est mon analyse, le Conseil constitutionnel sénégalais n'a pas voulu entrer dans un champ qui le conduirait à être pointé du doigt comme s'étant substitué aux acteurs politiques pour s'impliquer dans le calendrier politique, le calendrier électoral. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit, et de manière assez simple, et rappelé dans la décision qu'il y a un délai, il y a un terme qui est le 2 avril, et qu'en tout état de cause, dans les meilleurs délais, avant la fin de son mandat, les élections, le scrutin présidentiel doit être tenu. Donc, on sait que désormais, et d'ailleurs la décision le rappelle, désormais le 25 février n'est plus tenable en termes de calendrier pour à la fois l'organisation matérielle, mais également la campagne, etc., et les deux tours de scrutin. Mais on sait que d'ici au 2 avril, on a la possibilité de décaler de plusieurs jours le calendrier. Donc, la balle aujourd'hui est dans le camp de l'exécutif et des acteurs politiques. Et le communiqué un peu laconique et la position de l'exécutif sénégalais est assez claire là-dessus. Ils ont pris acte de ce qu'il y a une décision et ils n'auront pas d'autre choix. Effectivement, ce qui se passera après, eh bien, ce sera dans la main entre les mains des Sénégalais. C'est eux qui décideront. Et je crois que ce peuple-là, je ne dirais pas ce qui le différencie du peuple béninois, mais en tout cas, ce peuple-là a déjà démontré dans les dernières années qu'il savait prendre son destin entre ses mains. Maintenant, pour en revenir à la polémique sur sur le processus ou le projet, la proposition ou l'envie de révision de la Constitution au Bénin, moi, tout cela me laisse perplexe parce que ces gens nous insultent. Moi, personnellement,
comme vous, Jules, comme Landry. Je me sens insulté lorsque j'entends ces prétendues élites s'exprimer au nom des Béninois du Béninois que je suis. Je suis insulté parce que je m'estime immodestement un peu plus intelligent que ce qu'il nous raconte comme sornette et que dans la façon dont il nous regarde, dans la façon dont il nous observe et dans la façon dont il nous considère, je ne vois que du mépris, de l'insulte et du rejet. Celui qui prétend porter cette proposition de révision constitutionnelle, je ne sais pas si vous l'avez entendu à la télévision ou sur d'autres ondes, j'ai été écœuré par ce que j'ai entendu. J'ai été affligé par ce que j'ai entendu. Un tel manque de discernement, un tel manque même de recul sur la chose politique, sur la chose législative, sur la technique législative, m'a laissé perplexe sur la réalité de ses motivations. On sent bien que ce n'est pas lui qui est porteur de ce texte. On sent bien que ce n'est pas lui qui a l'initiative de cette histoire. On sent même, Jules, on sent même, Landry, qu'il est fort probable que ce qu'il présente aujourd'hui comme étant le texte dont il serait l'initiateur n'est pas en réalité celui qui sera prochainement, si j'entends les rumeurs, présenté à l'Assemblée nationale le mercredi prochain. On sent clairement que ces gens ont un calendrier et qu'ils entendent le dérouler, mais de la même manière qu'ils l'avaient déroulé en 2019, lorsqu'il a fallu attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, Landry, pour avoir la prétendue version définitive d'une révision dont on nous disait qu'elle était encore touchée, amendée au fil du temps, et que ce qui avait été prétendument adopté dans la nuit du 1er novembre n'était pas la bonne. Donc, non, tout cela revient à ce que je disais en préambule. Lorsqu'on pense, lorsqu'on agit pour l'intérêt général, on ne se trompe pas de la sorte. Lorsque les motivations qui sont celles d'un régime sont des motivations assises sur le bien de tous, sur la satisfaction des intérêts de tous les Béninois, eh bien, on écoute, on anticipe, on consulte, on lance un débat le plus large possible et surtout derrière, on se concentre sur ce qui va dans le sens des Béninois. La motivation et le mobile de cette révision sont tellement faussés qu'il suffit de lire la décision opportunément suscitée par la Cour constitutionnelle du Bénin pour rappeler que à aucun moment la Cour constitutionnelle n'a demandé dans sa décision de modifier la Constitution. Elle demande de retoucher, de revoir le calendrier électoral éventuellement. Elle n'a jamais demandé de retoucher la Constitution. Et lorsque j'entends le président de la République nous dire, la main sur le cœur, et croyez-moi, parce que je vous ai déjà montré à combien je tenais ma parole, qui nous dit que lui ne veut pas qu'on touche une seconde, une virgule de la Constitution, mais que si jamais elle était modifiée, eh bien, il la promulguerait sans aucun problème, la nuit même, dans la seconde qui suit. Suivez mon regard, voyez bien où tout cela veut nous mener, Jules. On nous trompe, on nous ment, il nous méprise. La crise politique au Sénégal se focalise autour de l'opposant Ousmane Sonko. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que sa libération peut être un signal fort vers la décrispation de la crise politique au Sénégal, Monsieur Adelakon? Oui, je peux essayer de le dire. Je peux essayer de le dire parce que Ousmane Sonko, quoi qu'on dise, c'est un leader. C'est un leader de l'opposition et c'est autour de sa personne aujourd'hui et que la masse, que la population, le peuple sénégalais semble se retrouver. Et lorsque ça, je dirais, et son souci a démarré avec le pouvoir en place, on a vu très tôt comment ça s'est passé. Et chaque fois qu'une nation doit être portée à son encontre, on voit également la réponse, la réaction de ce peuple-là, de ce peuple sénégalais qui quand même est debout, qui se retrouve à travers la lutte et les postures, les positions de son leader Ousmane Sonko. Maintenant qu'il a été quand même mis aux arrêts, jeté en prison, et si avec la loi d'amnistie et tout ça dont nous avons quand même écho, et venait quand même à sa libération, vous comprenez que c'est déjà un pan, seulement que, vu le niveau de dégradation
de dégradation trop poussée du climat social et politique au Sénégal. Et ce n'est pas évident que sa simple libération puisse essayer quand même de calmer les ardeurs. Ce qui pourrait calmer les ardeurs aujourd'hui, et au-delà de la libération de Ousmane Sonko, c'est l'organisation effective et pacifique, et de façon transparente, bien sûr, des élections. Ce qui pourrait calmer les ardeurs et ramener la paix au Sénégal, c'est que ceux-là qui sont en train d'aller contre, de désapprouver la gestion du président Macky Sall, puissent se retrouver à travers celui qui sera élu. C'est-à-dire quoi? Ils vont s'attendre à ce que leur volonté puisse, la volonté exprimée bien sûr, puisse être celle qui sera proclamée comme étant le président de la République. Dès lors que cela est fait, vous allez voir qu'une sorte de stabilité, une sorte de paix, de réconciliation peut venir. Mais tant qu'ils n'ont pas l'assurance de ce que les candidats ne seront pas écartés sur ordre de la présidence du Sénégal, tant qu'ils n'auront pas l'assurance de ce que leur leader, Ousmane Sonko, sera effectivement libéré, tant qu'ils n'auront pas l'assurance du départ du président Macky Sall, il y aura toujours du mal, il y aura toujours de ces situations-là qui vont essayer toujours de compromettre la paix, comme ça se fait déjà depuis quelques mois au Sénégal. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est vrai, Ousmane Sonko, mais au-delà, la lutte a déjà dépassé même la personne de Ousmane Sonko. Vous l'aurez vu avec, par exemple, le député Guy Saya, qui est aussi très actif. Vous avez l'ex-ministre Aminata, l'ex-ministre des Affaires étrangères. Donc, vous avez tellement de personnalités aujourd'hui qui sont dans la batte, qui sont dans la danse depuis des années. Vous avez quelqu'un comme on appelle Sec, qui n'est pas trop admiré en tant que tel. Donc, vous savez de ces cas-là. Et vous avez vu ce que, par exemple, la note du président Diouf et Wade a suscité. C'est la désolation totale. C'est la désolation parce que il y a une chose, c'est que ce que le président Macky Sall a organisé, étant président de la République, est venu effacer ce que les gens étaient en train de reprocher au président Wade. Tout comme le mauvais choix ou la volonté du président Wade de vouloir s'éterniser au pouvoir est venu effacer également ce que les gens reprochaient au président Diouf. Donc, quand on analyse bien, le Sénégal est un peu habitué des faits. Est habitué des faits à des présidents qui, voilà, ont de ces tentacules-là, mais après, quand même, c'est un pays qui arrive à gérer ces situations-là. C'est pourquoi nous pensons que même la situation avec le président Macky Sall également sera très bien gérée. Vous allez voir, ils vont gérer et puis ils vont tourner la page. Mais pour arriver à tourner la page, il est important de ne pas écarter, de ne pas faire dans l'exclusion, comme certains l'ont fait à côté du Sénégal, un peu loin du Sénégal. Je pense à 3 heures de vol. Je veux parler du Bénin. Donc, comme certains l'ont fait, lorsque vous vous permettez de prendre des lois, de prendre des normes pour écarter ou pour contrôler ceux-là qui veulent compétir en face de vous ou avec vous, il se pose alors un problème et c'est ce que nous sommes en train de traiter au Bénin, vous le savez. Donc, au Sénégal aujourd'hui, il faut que le Sénégal s'inspire de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, de ce qui se passe au Bénin, de ce qui se passe peut-être aussi au Togo, pour voir que le Sénégal, pour nous, c'est un modèle. C'est un pays que tous les Africains, en tout cas francophones, admirent, aiment beaucoup. Donc, il n'y a pas lieu de permettre à ce que la situation s'embrase. Encore que, lorsque nous sommes dans des situations pareilles, où le politique en vient à créer l'insécurité dans son propre pays, ce que l'on a besoin de faire, parce que nous ne sommes pas habitués, étant africains, c'est vrai, on ne maîtrise pas trop les questions de cartographie. Il faut juste regarder, quand on prend la carte de l'Afrique, quelle est la position du Sénégal. On ne peut pas être frontalier au Mali et être en train de se comporter ainsi. On ne peut pas être frontalier à la Mauritanie et être en train de se comporter ainsi. On ne peut pas être, bon, je dirais, on peut pas englober la Gambie. Je le dirais ainsi, puisque la Gambie est à l'intérieur du Sénégal, et être en train de se comporter ainsi. C'est pour vous dire que nous avons tellement de foyers de tension, des foyers, même des foyers dormants de tension, mais nos pays essaient quand même de fermer les yeux et préfèrent, pour des idéaux politiques, pour des calculs, des agendas politiques bien élaborés, bien connus d'eux-mêmes, de créer l'instabilité dans leur propre pays. Donc, le Sénégal aujourd'hui a intérêt, le président Macky Sall, s'il y a autre chose à faire pour lui aujourd'hui, c'est qu'il doit savoir que son régime, c'est fini. Et si c'est fini, c'est vrai qu'il a déjà tellement fait, tellement de situations de corruption qui lui sont reprochées et tout. Aujourd'hui, ce qu'il a à faire, c'est d'aller calmement à l'organisation des élections sans vouloir choisir entre son premier ministre ou encore entre l'autre qui, comme l'a dit quelqu'un, a préféré aller se réfugier au Qatar. Je veux parler de Karim Wade. Donc, il n'y a pas lieu de vouloir choisir son successeur. Non, il a fini. On va aux élections et vous allez voir, si on va aux élections, une chose est sûre, avec le climat actuel, l'opposition va gagner. Et dès que l'opposition gagne, et je pense que la paix pourra revenir et c'est là où nous allons prier pour que l'opposant qui va gagner ne devienne pas comme aussi un Macky Sall ou encore un Alpha Condé bis ou encore
ou aux partisans de la rupture bis. Parce qu'en Afrique, qu'est-ce qu'on constate? Les gens vous embarquent dans une lutte, vous mettez toute votre énergie, vous êtes confiant, vous pensez que c'est cela. C'est quand ils prennent le pouvoir que vous découvrez qu'en réalité, vous étiez en train de crier ensemble, mais chacun avait son agenda dans sa chambre et savait là où il allait. Donc, nous allons prier pour que ce soit Ousmane Sonko ou quelqu'un d'autre, que celui-là aussi ne se révèle pas en Alassane Ouattara ou je sais qui. Toujours sur la même question, Maître Fatio, est-ce que la libération de Ousmane Sonko peut être un premier pas vers la réconciliation des Sénégalais avec eux-mêmes? Je ne vois d'ailleurs pas comment est-ce que la situation politique au Sénégal peut se décrisper sans la libération d'Ousmane Sonko et de la plupart des détenus politiques du régime sénégalais. Ils se sont acharnés depuis des années à écarter, évincer et mettre hors d'état de nuire les opposants les plus virulents et les plus considérés comme les plus nuisibles pour leur pouvoir. En réalité, ce que souligne Landry Adélakon dans sa prise de position, c'est qu'en réalité, ce qui fait que nos hommes politiques ne sont pas sereins, ce qui fait que les dirigeants de nos États craignent l'après-mandat, c'est leur propre gestion. Ils creusent leur propre tombe et en arrivent à craindre pour leur liberté, leurs droits et leurs privilèges une fois le pouvoir, une fois que le pouvoir leur a échappé. Alors que quand vous voyez ce qui se passe un peu partout autour de nous, il y a récemment eu une élection présidentielle au Libéria. George Weah a été battu. Un président sortant a été battu. Je l'ai revu sur Instagram ou autre, en train de profiter de sa liberté retrouvée dans les rues de Milan, où il était allé rendre visite à son ancien club il y a quelques jours. C'est la preuve qu'il n'y a pas de fatalité en Afrique, il y a juste des hommes politiques, des exécutifs étrangement et de manière assez récurrente francophones qui ne comprennent pas que la gestion d'un pays signifie d'abord et avant tout la prise en compte de l'intérêt général et non pas un enrichissement personnel avec des affaires de corruption. Donc oui, j'ose croire que la décrispation telle qu'elle a été entamée par le procureur de la République du Sénégal qui a ordonné la libération conditionnelle d'office d'un certain nombre de détenus politiques dont on ne sait pas encore dans combien de temps ils sont jugés. J'ose croire que cette décrispation ira jusqu'au bout et que des opposants politiques tels que Ousmane Sonko seront libérés et que les Sénégalais pourront choisir librement leurs dirigeants et non pas se faire imposer des candidats comme on a pu le voir en 2021 au Bénin lorsque un certain président sortant a exclu, évincé et emprisonné après les avoir kidnappés des opposants politiques pour organiser un simulacre d'élection et qui a mis face à lui des faire-valoir qui n'avaient aucune légitimité, qui n'avaient aucun poids électoral, qui avaient encore moins un discours politique. D'ailleurs, quand on regarde avec un peu de recul les discours de campagne des deux binômes que Patrice Talon avait en face de lui en 2021, on est encore plus insulté, puisque là, ça ne fait plus rire de voir ce qu'il y a eu comme vide intellectuel, vide politique et vide de débat en 2021. Donc, pour reprendre votre question et faire un parallèle avec l'histoire contemporaine de notre pays, j'ose espérer que ce qui se passe au Sénégal inspirera et que nos hommes politiques béninois, notre exécutif, regardent ce qui se passe au Sénégal, non pas du coin de l'œil, mais d'un œil très ouvert et bien averti, pour se dire que ce qu'ils font aujourd'hui, tôt ou tard, leur retombera dessus. Les Béninois ne sont pas dupes de ce qui se passe, de savoir que Frédéric Joël Aïvo est en prison pour avoir dit 5 ans, c'est 5 ans, et de savoir que Réka Madougou est en prison pour avoir osé dire que l'élection ne se passera pas sans elle. Tout cela, ce sont des forfaitures qui, tôt ou tard, retomberont sur la tête de ceux qui en sont les auteurs. Eh bien, j'ose croire qu'ils regardent la décrispation politique en cours au Sénégal avec l'œil averti et qu'ils en prendront leçon. Nous allons terminer cette émission avec deux questions d'actualité. La première, le député Arifari Bako a déclaré récemment, parlant de la loi qui a envoyé les
les membres ou bien les fonctionnaires de la défense à la retraite qui ne savaient pas, en votant cette loi, que ça aura cette implication. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme une défaillance de l'Assemblée nationale où les députés qui ont voté cette loi n'ont pas fait leur travail, aller au fond pour voir toutes les implications avant d'adopter cette loi, M. Adelakou? Lorsque lorsque j'ai lu cette déclaration du professeur Arif Arif Bako, d'ailleurs ancien ministre des Affaires étrangères et actuellement député, j'ai souri. J'ai souri parce que j'ai compris que nos gouvernants n'aiment pas lire ou n'aiment pas écouter les autres, c'est tout. Puisque déjà en 2020, dans un petit papier que j'avais sorti à l'époque où j'ai dit juristes de mon pays, indignons-nous, qui existe encore sur la toile et sur Google et tout, et que la presse a d'ailleurs relayé. Entre autres, je me souviens qu'il y a une phrase où je disais que le législateur, en légiférant, ne doit pas oublier ce que le juge pourrait en faire. Là, je parle du juge. Et là, quand lui dit qu'en légiférant, il ne s'attendait pas à ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, je dis, mais tiens, ah ben ouais, lorsque 4 ans après, tu découvres que tu as dit quelque chose qui se confirme, cela voudrait dire que, mais il y a quand même que, même si on estime que nous sommes un désert de compétences au pays, si on s'écoutait malgré notre désert de compétences, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Ce n'est pas possible, lorsque vous êtes législateur, de dire que vous avez légiféré sans imaginer toutes les contentions juridiques possibles. Mais ce n'est pas possible. Maître Fatih est là, grand patricien du droit. Quand tu prends une loi, quand tu lis, tu commences par imaginer comment, ça veut dire dans quel type de sens on peut interpréter, on peut appliquer. Quelles sont les contentions juridiques possibles? C'est-à-dire, on peut dire que les juges sont mauvais, mais c'est ça le travail. Parce que si tu ne penses pas à cela, tu n'auras pas d'avance sur ton adversaire. Il faut imaginer la disposition que tu as posée. Oui, toi, tu es de bonne foi. Et si l'autre avait telle compréhension de la disposition? Et si l'autre passait par cette disposition pour faire telle chose? C'est vrai, on ne peut pas tout imaginer, mais on peut imaginer quand même un certain nombre d'éléments. Et dire que les gens sont légiférés dans cette loi de 2020, sans s'attendre à ce qui se passe aujourd'hui, je pense que, franchement, si ce n'était pas le professeur Arif Arif Bako, ancien ministre, député, plusieurs casquettes à la fois, j'aurais dit qu'il s'agit d'une question de naïveté. Prenez juste la disposition. On pose d'abord un principe. On crée un alinéa pour créer l'exception et ils n'ont même pas eu la présence d'esprit de préciser les conditions dans lesquelles on peut recourir à l'application de l'article 167 de leur loi. Dans la loi spéciale sur la police, sur le statut des agents de la police républicaine, dans la loi spéciale sur le statut des agents des forces de sécurité et de défense. Donc, au niveau des deux dispositions, et pareil aussi pour les autres, donc, ils n'ont jamais imaginé. Vous dites, oui, c'est pas retraite, c'est comme ceci. Vous dites maintenant que, bon, lorsque vous avez totalisé 20 années de travail, on peut vous mettre à la retraite forcée sur proposition du ministre, après, sur rapport de tel. Mais, si vous pensez effectivement que vous voulez verrouiller que de la précaution, au même moment, vous dites en même temps les conditions dans lesquelles l'autorité peut recourir à l'application de l'article 167. Cela n'a pas été fait. Eux, ils ont posé des règles, ils ont laissé comme cela, et ils disent aujourd'hui, ils ne s'attendaient pas à ce qui est en train de se passer. Non, ils ont fini le travail, puisque c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont posé les règles, les gens sont aujourd'hui en train d'appliquer, c'est ce que la loi a dit, ils sont en train d'appliquer. Il faut le rappeler. Avant cette loi, cela ne se passait pas au Bénin. C'est une nouveauté. Ah ben, c'est une nouveauté. On avait des lois sur la police, on avait des lois sur les forces de sécurité et de défense. Mais eux, je pense que les lois dataient même de 2007. Mais eux, puisqu'on est toujours dans les réformes, ils sont venus, ils ont adopté les choses. Les gens sont en train d'appliquer. Vous, législateurs, vous dites que vous ne vous attendiez pas à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. En réalité, quand vous avez fini de dire ça, ben, bon, franchement, je pense qu'on doit vous interroger pour vous dire, mais vous, le contribuable béninois ne peut pas vous payer. Parce que, monsieur Jules, ce n'est pas, vous savez, ce que le peuple béninois vit n'est pas ce que vivent ces gens-là. Vous ne pouvez pas être aux frais de l'État pour travailler pour la satisfaction de l'intérêt général. Vous avez des macarons, on vous met des véhicules à la charge, on vous dit ayez des cabinets, on vous dit mettez en place ceci, et vous êtes avec des frais de mission et consorts, et vous permettez juste d'aller lever la main comme ceci pour valider des lois et venir nous dire que vous ne vous attendez pas. Je pense que, franchement, c'est un discours d'aveu, que c'est dangereux, c'est tellement triste et malheureux pour notre pays que l'on s'amuse avec, comme l'a dit tout à l'heure Maître Fatiou, avec la technique législative. Ça dit, on ne fait attention à rien,
On légifère simplement, c'est à croire que la loi vient de quelque part et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire comme ceci et puis ça passe. Si on fait comme ceci et ça passe. Et à l'application, on se rend compte qu'il y a blocage. C'est justement pourquoi dans plusieurs lois, on est obligé, chaque fois qu'on adopte une loi, on retourne à l'Assemblée nationale 2 ou 3 mois après, 1 an après, 2 ans après. Quand vous prenez, depuis 2016, on peut compter au bout des doigts les lois qui ont résisté à la modification. On peut les compter. L'habitude, le principe pour ce régime-là, c'est qu'on adopte et après, il y a un blocage, on court à l'Assemblée, on modifie, on revient, il y a un blocage, on court, on modifie parce que tout est fait apparemment sur la volonté d'une seule personne. Tout est fait apparemment par précipitation et en procédure d'urgence dont les gens n'ont pas l'esprit nécessaire, la quiétude nécessaire pour voir les possibles dangers. Ce qu'ils oublient, c'est que les lois qui sont adoptées aujourd'hui leur seront appliquées demain. Moi, je suis certain, je fais même parler, je fais souvent une déduction. Je dis, je veux supposer, rêver, supposer que l'opposition à M. Patrice Talon gagne le pouvoir en 2026. L'opposition peut remettre en cause toutes les lois, mais l'opposition ne remettra pas en cause la création de la criette. Et vous allez voir, l'opposition ne remettra pas en cause la création de la criette parce que l'opposition va vouloir se tabler sur la juridiction qu'eux-mêmes ils ont créée pour qu'une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, que ceux qui ont eu à gérer les frais, l'argent du contribuable, ils puissent aussi à leur tour aller devant la même juridiction pour s'expliquer. Vous allez voir. C'est pour cela qu'on le dit. Quand on fait un combat aujourd'hui, vous allez croire que nous sommes des ennemis de l'État. Nous ne sommes pas des ennemis de l'État, mais nous le faisons dans l'intérêt général parce que c'est dans l'intérêt général que les intérêts particuliers sont. La somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Et c'est ce que les gens ignorent dans notre pays. Donc nous, on est là. Je suis tellement tranquille et je suis pressé pour 2026 parce que j'ai envie de rappeler aux uns et aux autres que, mais souvenez-vous qu'on vous l'a dit ici, de faire attention, de ne pas ruser éternellement avec le droit, mais on est en train de ruser avec le droit, on rend des décisions, on ne respecte pas. Demain, quand ils ne seront pas là, les juges aussi vont gagner également des procès à l'international et celui qui sera là également dira, ben moi, écoutez, je ne respecte pas parce que la juridiction de tel est corrompue et tout. Donc, la loi qui a permis d'envoyer plus de 1000 de nos concitoyens subitement à la retraite, une loi qui fait ça est une loi dangereuse. Une loi qui fait ça, c'est ce que les autres ont appelé une loi drone. C'est ça en réalité ce que le professeur va appeler une loi drone. Et c'est ça ce que l'on appelle des lois scélérates. Rentrez dans l'histoire, dans la définition de ce qu'on appelle les lois scélérates. On sait dans quel contexte en France les lois ont été adoptées pour que ces lois soient qualifiées de lois scélérates. C'est lorsque on a voulu étouffer l'expression des libertés fondamentales qu'on a compris que les lois qui favorisent la dictature, qui favorisent l'arbitraire, en réalité, ne sont rien d'autre que des lois scélérates. Aujourd'hui, on nous dit que oui, nous avons trop de commandements, qu'on a trop de regradés, on n'a pas l'effectif et tout. Mais est-ce pour cela qu'il faut mettre fin à la fonction des gens qui ont servi cette République? Je ne sais pas pourquoi est-ce que notre pays se trouve à être ingrat par moment. Le Bénin a la particularité, depuis quelque temps surtout, de verser dans l'ingratitude. Les gens ne peuvent pas, au péril de leur vie, défendre la nation parce que les gens en uniforme défendent notre sécurité, la sécurité des individus et de nos biens. Et du jour au lendemain, vous estimez qu'ils ont déjà fait 20 ans et qu'on a trop de recommandements, alors on les met à la touche. Et quand vous allez vérifier, même ceux qui ont été mis à la touche, je ne sais pas, le directeur général de la police républicaine, lui n'a pas encore totalisé 20 ans. C'est une question que je me pose. Je me pose la question. Les différents chefs d'état-major, je vais parler du chef d'état-major général et les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et consorts, eux autres, ils n'ont pas encore totalisé 20 ans. Donc, il y a une situation d'injustice et c'est ça que le législateur n'a pas réglé. Il fallait régler pour qu'on sache que les conditions de mise à la retraite forcée sont les mêmes pour tout le monde et il n'y a pas à mettre des gens comme Louis-Philippe ou Néon, par exemple, à la retraite et conserver les gens comme Yaya et consorts. Donc, il faut que nous évitions de créer des situations d'injustice. Et le législateur béninois, surtout celui de 2019 qui a voté cette loi-là et d'autres lois, n'a pas contribué à l'édification d'une société de paix, n'a pas contribué à la sauvegarde de notre état de droit et de notre démocratie et des droits de l'homme. Bien au contraire, on est resté là et puis à travers des lois, lorsque quelqu'un a les maux de tête, on court à l'Assemblée nationale, on prend une loi pour régler ça. Quand il a mal au ventre, on court à l'Assemblée nationale, on prend une loi pour régler ça. Et on nous a envoyés dans une insécurité juridique, dans une instabilité juridique. Oh, je vous le rappellerai pour finir. En 2006, dans la jurisprudence qui a consacré le consensus national, il a été dit, en dehors du consensus national, que la sécurité juridique est un principe à valeur constitutionnelle. La sécurité juridique est un principe à valeur constitutionnelle. C'est dans la jurisprudence de 2006 de la Cour constitutionnelle du Bénin. Donc, moi, je ne vois pas, ça dit, ce que le Bénin a encore besoin
pour essayer, pour aller vers le développement. Encore que même si on estime qu'aujourd'hui, il faut restreindre les libertés fondamentales, il faut envoyer les gens à la retraite forcée, mais le choix du peuple béninois est clair, comme le choix du peuple sénégalais aussi, ou encore ivoirien ou togolais. C'est que le peuple béninois a rappelé dans le préambule de sa constitution, même quand ils ont modifié, ils n'ont pas touché à cela. Le peuple béninois a dit que l'état de droit, le respect de la démocratie et les droits de l'homme sont les conditions du développement. C'est écrit dans le préambule. Ça dit, on dit que vous ne pouvez pas aller au développement sans passer par l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Mais bizarrement, on trouve des gens qui viennent et qui pensent que sans le respect des droits de l'homme, sans le respect de la démocratie, ils peuvent aller au développement. Ou encore autrement dit, eux, ils pensent que la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit ne leur permettent pas de réaliser le développement. En quoi est-ce que mettre des pères et mères au chômage subitement, des gens qui ont servi la nation? Et vous avez vu, on a lu, moi j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que quand même environ 5 ou moins d'une dizaine ont eu l'AVC. Quel est cet état-là qui se permet de façon volontaire de donner l'AVC, de donner des maladies à ses citoyens? Quel est cet état-là de créer des situations d'injustice? Donc moi je pense que, et je l'ai dit ce matin sur OCFM et je le redis ici, je pense que les députés béninois doivent pouvoir quand même demander des excuses publiques au peuple béninois. Eux, ils doivent pouvoir le faire. Ils doivent le faire. Et le juge constitutionnel également qui a validé certaines lois doit pouvoir aussi demander des excuses publiques au peuple béninois. Parce qu'en réalité, c'est eux qui ont créé des soucis à vous et moi. C'est eux qui ont créé des soucis à nos parents parce que nos parents ne demandent pas ça. Tout ce que nos parents demandent, c'est le paix, c'est la quiétude, c'est tout ce que nous demandons. Mais aujourd'hui, je pense que le ministre Arif Harry Bako, moi, je l'applaudis pour son mea culpa en espérant tel comme, puisque nous sommes le dimanche, comme l'a dit Jésus-Christ à la femme qui commettait l'adultère qu'on lui a envoyé, qu'il partira, mais qu'il ne péchera plus. Toujours sur, est-ce que la déclaration du ministre Arif Harry Bako est la conséquence des votes? euh, Patrice Talon avait demandé à ses députés de voter les yeux fermés. Est-ce qu'on peut dire que c'est la conséquence qu'on voit aujourd'hui, Maître Patriot? Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Je suis triste parce que je voulais commencer par. Je le revois encore à l'Assemblée nationale leur dire dans son discours sur l'état de la nation, ou je ne sais plus lequel c'était, leur dire j'aimerais que lorsque je vous soumets un texte, vous le votiez les yeux fermés et que vous me fassiez confiance. En réalité, je vous disais tout à l'heure que je me sentais mais insulté et heurté dans ma fierté d'être béninois. Et Dieu sait, Landry est là, Jules est là, Dieu sait que les Béninois sont un peu plus fiers. Moi, je me sens mais insulté quand j'entends ce genre de déclaration et je fais le lien entre ça et le désert de compétences que Patrice Talon venait dénoncer à Paris, à l'Élysée. Patrice Talon, en réalité, il s'est entouré d'incompétents. Et la conséquence qu'aurait dû tirer le député Bako Haifari de cette déclaration et de ce constat qu'il fait, c'est la démission. Moi, je vais au-delà de simples excuses. C'est de démissionner et de dire je vous ai trahi, peuple béninois. Vous m'avez accordé votre confiance. Vous m'avez donné un mandat, vous m'avez donné une mission qui était d'agir dans vos intérêts, dans votre intérêt et pour votre bien. Et lorsque par naïveté, par inconscience ou par esprit de groupe, c'est un mot qui est devenu très à la mode depuis quelque temps, par solidarité de groupe, j'ai voté la Malvé sans même me demander et sans même questionner le gouvernement sur le sens de cette disposition et les conséquences de cette disposition. Lorsque j'ai fait cela, je vous ai trompé, peuple béninois. J'en tire la conséquence en me retirant de la vie politique et en présentant ma démission. Ça, ce serait un acte fort. Ça, ce serait un acte de patriotisme. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les valeurs ont disparu dans notre pays. Il vient tenter de se justifier alors qu'en réalité, il s'enfonce. Il n'essaye même pas d'en tirer la bonne conclusion parce qu'il n'a plus de valeur, parce que celui qui l'a mis là, parce que celui pour lequel il a voté cette disposition, lui savait depuis le début ce qu'il voulait en faire. Lui, il le savait et seul lui le savait en réalité. Et donc, ça questionne au-delà de cela sur le travail législatif, sur le sens de la mission que depuis 2016 nous accordons au travail législatif. La dernière vraie législature, elle a disparu en 2019 en réalité. Nos députés, je ne parle pas de ceux qui ont été élus avec des démocrates en janvier 2023, non, je parle surtout
de ce qui s'est passé et qui justifie aujourd'hui que un député vienne s'excuser platement. Donc, je dirais pour terminer là-dessus, je vais parler en fond, et je dirais en Yoruba, parce que je crois que Landry comprend un peu le Yoruba, Ojuko Timolier, Ojuko Timon, qu'ils aient honte, s'ils avaient un peu de dignité, un peu de fierté, c'est pas juste des excuses, c'est une démission collective pour dire au peuple béninois, avec nos lois, avec notre révision constitutionnelle, nous vous avons fait des morts, nous avons causé des morts, nous avons entraîné notre pays dans une pente mortifère, dans une pente dangereuse, et on nous présente cela comme étant une condition sine qua non à un développement. Depuis quand est-ce que la privation des libertés peut ouvrir la voie d'un quelconque développement? Depuis quand est-ce que le fait d'avoir un peuple apeuré peut libérer ses énergies? Ça n'est pas possible. Depuis quand est-ce que le peuple, le fait d'avoir un pouvoir qui est dans la connivence, dans le conflit permanent d'intérêts avec l'action économique et politique, peut générer et susciter des envies d'investissement dans ce pays. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Donc, la vraie conclusion à tirer de tout cela, c'est qu'ils nous ont menti depuis le début, ils nous mentent encore aujourd'hui, et on vient platement tenter de se justifier avec une pantalonnade qui n'est pas digne, qu'ils s'en aillent tous, et vous verrez que les Béninois ne sont pas bêtes. Les Béninois ne sont pas bêtes. Vous verrez que lorsque la possibilité leur sera offerte de voter librement, eh bien, ça se fera très, très simplement. Et ceux qui sont là aujourd'hui en prendront pour leur grade. On a lu aussi dans la presse le communiqué du Parti Les Démocrates qui s'inquiétait de la sécurité de ses membres. Et on a écouté aussi le porte-parole du gouvernement qui a donné les assurances du gouvernement pour se répéter. Est-ce que les démocrates ont des raisons valables pour s'inquiéter aujourd'hui par rapport à la sécurité de leurs membres, M. Adelakin? Lorsque vous êtes dans un pays comme le Bénin ou généralement les pays africains, vous tous, tout le monde a des raisons de s'inquiéter, pas seulement les acteurs politiques. Tant que vous n'êtes pas du côté de ceux qui gouvernent, ceux qui décident, tant que vous n'applaudissez pas comme la plupart de ceux-là qui cherchent des pouvoirs ou autres intérêts ou postes nominatifs, vous avez à craindre pour votre sécurité. C'est normal, ce n'est pas propre au Bénin. Mais lorsque vous prenez le contexte béninois particulièrement, un contexte fait de restrictions et aiguës de liberté fondamentale, un contexte fait de méfiance entre acteurs, surtout acteurs politiques ou acteurs de la société tout simplement. Et vraiment, je pense que naturellement, on peut s'inquiéter. Ce n'est pas ou ce ne sont pas seulement les acteurs politiques de l'opposition, donc les membres du Parti Les Démocrates qui s'inquiètent pour leur sécurité. Il faut le dire, les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, se sont toujours inquiétés pour leur sécurité et à raison, et surtout en se basant sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas révélés sur la place publique. Et donc, il faut être véritablement fou, et je le dis ainsi, il faut être véritablement fou pour oser aller contre les intérêts de ceux qui nous gouvernent au Bénin. Il faut être prêt à tout pour oser faire ce que nous faisons depuis 8 ans aujourd'hui en République du Bénin. Donc, vous savez, ce n'est pas facile. Et donc, tout le monde s'inquiète pour sa sécurité. Et en le disant, cela ne voudrait pas dire que nécessairement c'est le gouvernement ou ceux-là qui nous gouvernent qui, quand même, veulent tenter à votre sécurité et autres. Mais il se fait que ce sont des faits sur la base d'un certain nombre d'éléments, mais que chacun essaie de gérer à sa façon en prenant les garde-fous nécessaires ou en alertant ceux qui méritent d'être alertés pour que chacun puisse savoir ce qui se passe. Donc aujourd'hui, quand on peut le parti politique des démocrates, ce sont des acteurs politiques et la plupart aussi ont été au pouvoir hier ou un peu plus. Donc ils savent ce que le pouvoir est capable de faire. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas propre au régime du président Patrice Talon, ils savent. Et si aujourd'hui ils s'inquiètent pour leur sécurité, c'est certainement sur la base de quelque chose. Parce que je vous l'ai dit, si chacun doit révéler sur la place publique les éléments qu'il a pu quand même recueillir ou qu'il recueille au quotidien, je pense que on se serait alarmé davantage dans le pays. Et donc, moi, je ne suis pas étonné. La plupart de nous autres défenseurs des droits humains, bien d'autres, c'est des choses que nous connaissons. Nous ne sommes pas étonnés. Nous savons que c'est des réalités qui sont souvent actuelles ou toujours d'actualité dans les pays africains et au Bénin. Je pense que quand on regarde un peu tel que les choses se passent et surtout avec quelques morts qui viennent comme ça quand vous êtes ici et que vous apprenez qu'un jeune a été abattu alors qu'il faisait ci, et que par la suite, et la police républicaine peut faire une semaine
sans même sortir un seul communiqué. Vous voyez comment est-ce qu'on se fout du respect de la dignité humaine et de la vie humaine. Et nous, on a constaté, on a saisi le juge constitutionnel à cet effet. Et je vous avoue que dès lors que nous avons saisi le juge constitutionnel, pour dire au moins du point de vue du droit à l'information, il est important que ceux-là qui sont chargés de la sécurité des personnes et des biens, parce que ça, c'est la mission première de l'État et qui délègue à la police républicaine en tant que puissance publique, et que cela doit quand même nous informer. Je vous assure que c'est en moins de 24 heures que la police républicaine a essayé de sortir un communiqué. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui parlent savent pourquoi ils parlent, ils ont certainement des éléments. Et si le gouvernement dit qu'il rassure tout le monde, non, c'est le rôle de l'État de protéger ses enfants, de protéger nos biens, de protéger tout le monde. Et donc, si on le dit, je pense que le gouvernement n'a même pas besoin de se sentir tellement indexé, tel que nous l'avons ressenti dans les propos du porte-parole du gouvernement. Il n'a pas besoin, puisque le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est M. Patrice Talon et son gouvernement. Alors, si nous avons un souci de sécurité par rapport à nous-mêmes ou à nos biens, on est obligé d'attaquer la responsabilité de l'État. Et ce fait qu'actuellement, l'État est représenté par certains à qui on a délégué quand même le pouvoir par élection au suffrage universel d'agir en notre nom. Et donc, le porte-parole du gouvernement, il peut s'emporter, il peut faire de la rhétorique, ce qui est normal. Lui, il est dans une opération de charme et de communication. Il faut distinguer la communication des réalités. Ici, nous sommes en train de parler des réalités, et donc le parti politique des démocrates, ils ont bien fait, en tout cas, d'alerter l'opinion. Et si le gouvernement, par exemple, si ceux qui sont chargés d'assurer leur sécurité n'étaient pas informés, désormais, ils sont informés, ils peuvent quand même de bonne foi prendre les mesures nécessaires. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a même pas lieu à s'inquiéter, il n'y a pas lieu à s'énerver comme nos gouvernants le font souvent quand quelqu'un essaie quand même de réguler un certain nombre d'anomalies ou d'inquiétudes dans la République. Donc, le plus important, c'est d'assurer la quiétude de tout le monde, ou au pire des cas, comme ils savent bien le faire, je pense que quand les gens sont derrière les barreaux, ils sont mieux en sécurité apparemment au Bénin. Donc, c'est aussi un choix si c'est un lieu de sécurité. Et donc, c'est plus mieux que ce que nous observons en termes d'exécution sommaire un peu partout. On a appris, Maître Patio, malheureusement hier, que le coordonnateur de la 6e circonscription électorale du Parti des démocrates, il s'appelle Landry Koudébi, non, pardon, Arnaud Koudébi, est décédé. C'est vrai qu'on ne veut pas faire nécessairement une corrélation avec le communiqué des démocrates. Est-ce qu'ils ont vraiment de raison de s'inquiéter, comme je demandais tantôt à M. Adélakon? Écoutez, c'est dans ce pays que depuis 2016, on a vu deux anciens présidents et la femme de l'un d'entre eux être gazés par les forces de sécurité au marché d'Antapa. On a vu le président Nicéphore Soglo et le président Yahi Boni et feu Rosine Vieira Soglo être gazés par des forces de sécurité commandées par un exécutif. C'est dans ce pays qu'on a vu le président Yahi Boni être cloîtré, confiné chez lui pendant près de 2 mois, avec un cordon de sécurité autour de sa maison, l'empêchant d'être libre de ses mouvements et attentant par là à sa sécurité et à sa santé. C'est dans ce même pays, Jules, que nous avons vu que des citoyens ont pu être tirés, tués à balles réelles par des forces de sécurité alors qu'ils manifestaient à main nue et qu'ils manifestaient pour leur liberté. Et c'est dans ce même pays qu'on a entendu des autorités au plus haut niveau de la hiérarchie gouvernementale dire que Dame Amoussou est morte d'une crise de paludisme, alors que son corps criblé de balles a été diffusé sur les ondes de toutes les radios et de toutes les télévisions du monde entier. Donc, moi, je n'entends et je ne vois qu'une dégradation de la situation des droits de l'homme et de la sécurité dans notre pays depuis 2016. Je ne vois que cela, et c'est à juste titre, à bon droit, que le parti d'opposition, le seul parti d'opposition aujourd'hui digne de ce nom, est totalement fondé à faire état de ces craintes légitimes. Ils ont probablement des informations que vous et moi n'avons pas, ils ont des retours que vous et moi n'avons pas, ils savent que ce régime est capable de toutes les intimidations. Celui qui a été en mesure de kidnapper le professeur Frédéric Joël Aïvo et Ricky Amadougou dans des conditions dignes des actes de délinquance dans les rues de Tijuana au Mexique, ce régime-là est capable de ce genre de choses. Donc, le fait pour les démocrates de porter à l'attention à la fois de l'opinion nationale, mais également de la communauté internationale, les risques qui font peu, cette pratique de ce régime
fait peser sur les responsables de ce parti politique-là. Non seulement c'est de bonne guerre, mais j'estime que c'est une façon de dire que ce pays ne s'est pas normalisé parce qu'il y a eu des semblants d'élections, mais que les restrictions de liberté, les atteintes à ces libertés sont toujours d'actualité. Donc oui, moi je pense que ce risque existe. Je pense que la pratique de ce régime expose tous les Béninois au-delà des partis politiques à ce type d'action. Et je mesure en le disant les risques qu'encourt un garçon, un brillant esprit comme Landry Adélacon lorsqu'il vient sur vos ondes pour tenter une réflexion scientifique, intellectuelle et purement, je dirais, pédagogique sur une action politique. Merci beaucoup à vous deux, Monsieur Landry Adélacon et puis Maître Fatih Ousmane. Merci aussi à tous nos internautes qui sont restés avec nous. La vidéo définitive sera déposée plus tard sur YouTube. Je voulais rappeler juste que le dimanche prochain, nous allons recevoir deux professionnels des médias pour vraiment analyser tous les faits d'actualité du mois. Donc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Et Si, les invités, je si vous vous remercie pour votre permettez, disponibilité. Oui, Si vous permettez, allez-y. Jules, j'aimerais, avant de vous quitter, rendre un hommage à notre compatriote Souleymane Harouna qui nous a quittés. J'ai l'occasion de présenter mes condoléances à ses proches, à sa famille et de leur dire que son combat, parce que nous savons le combattant qu'il était, son combat pour le rétablissement de la démocratie au Bénin ne sera pas vain et qu'à travers vous, Jules, à travers Landry, à travers cette émission, c'est aussi une façon de lui dire que la lutte continue. Merci beaucoup, oui. On avait consacré une partie de l'émission du week-end passé à rendre hommage parce qu'il était habitué de ce plateau. Il nous a consacré beaucoup de temps, beaucoup de réflexions aussi par rapport à la situation politique de notre pays. Malheureusement, c'est un soldat qu'on paie, mais comme vous l'avez dit, le combat va continuer avec ceux qui sont là. Oui. Merci beaucoup et puis bonne soirée à Merci à vous. vous. À Merci, bientôt. oui. Merci beaucoup. Ouais.